ça y est, il vient de démarrer. Et puis du coup, je vous donne la parole. Je partage la présentation. Super, merci beaucoup. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va encore pour partager l'écran? En bas. En bas. Sinon, en haut, il y a un carré avec une flèche. Ah oui, oui, là, je me trompe. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Parfait. Super, donc je peux prendre la parole peut-être le temps que tu mettes en image, en plein écran. C'est bon comme ça? Alors, on va juste pas... Tu n'as pas mis en plein écran, simplement. Si, c'est en plein écran, si. Non, c'est le bouton. Et ici, À côté du le quatrième bouton. sur mon écran à moi, c'est en plein écran, c'est ça le problème. Non, mais c'est pas grave. C'est pas gênant Ouais. comme ça. Hein. D'accord, allons-y comme ça. Attendez, voilà. Merci. Du coup, avec Nicole Bardet, Sylvie Métier-Flukiger, Eric Muller, Sabrine et Farjaoui et moi-même, nous allons présenter le thème autonomie au travail, intelligence collective et responsabilisation. Et tu peux passer au slide suivant. La présentation elle va se dérouler de la manière suivante. On va surtout en fait se focaliser sur le prochain slide où on va présenter nos lectures au travers d'une lecture par thème, plutôt que de vous faire un pitch de lecture. On a aussi sur cette présentation le pitch de lecture qu'on ne va pas présenter cette fois par manque de temps, mais qu'on a mis pour nos collègues. Et puis, tu peux passer au prochain slide. Donc, on a décidé de segmenter ce sujet en 4 thèmes qui sont la confiance, l'autonomie, la responsabilité et l'intelligence collective. Et puis, on a en fait segmenté l'entièreté des livres et des thèmes qu'on trouvait dans nos livres au travers de 2 dimensions. Qui sont la dimension individuelle et la dimension collective, parce que pour développer l'autonomie, la responsabilisation et finalement des organisations agiles, finalement, on sait bien que ce n'est pas simplement une question collective, mais qu'il y a aussi plein d'individus qui sont dans l'organisation et qui composent l'organisation. Et donc, ces 2 dimensions, elles sont vraiment clés à s'articuler. Et donc, on va vous présenter chacun de ces thèmes et je peux passer la parole à Sabrine pour commencer à présenter le sens qui est en lien avec la confiance. Oui, merci. Donc, avant même qu'on puisse donner l'autonomie et la responsabilité, on pensait qu'il faut d'abord pouvoir construire la confiance. Donc, avant même ça, il faudrait avoir des bases comme pouvoir donner du sens au collaborateur, c'est-à-dire sens dans son activité et qu'il puisse trouver de l'intérêt personnel dans l'activité qu'il fait. C'est plus bénéfique à l'entreprise et plus durable que, par exemple, la motivation extrinsèque qui est plus orientée résultat, rémunération. Peut-être remettre la présentation. Alors, le chef, il peut octroyer une prime. Par contre, s'il fait ça, il doit pouvoir le faire avec il doit le faire sincèrement et ça doit être perçu comme une expression d'un soutien et d'une valorisation. Alors, juste effectivement, on a beaucoup de mal à t'entendre. Peut-être que ce que tu peux faire, c'est enlever ta caméra pour améliorer ta bande passante. Oui. Désolée, hein. Là, c'est mieux? Oui, il me semble, oui. Ok. Donc, ça va permettre aux parties de créer ou renforcer un lien de confiance, un lien de coopération au lieu d'un lien d'infériorité, supériorité et responsabiliser le collaborateur. La confiance doit être sincère et non par stratégie. Avoir confiance dans les idées des collaborateurs est une clé de l'innovation. On a le droit à l'erreur et pour être sûr que le collaborateur soit honnête, il faut d'abord se poser la question pour soi-même. C'est là où on arrive au droit à l'erreur. On en a déjà parlé pendant le cours, c'était aussi une source d'apprentissage, mais il y a la notion du contrôle.
de ne pas contrôler la présence des collaborateurs, on voit que ça multiplie par 2 le taux d'emploi, donne de l'autonomie, de la flexibilité et de ne pas contrôler les collaborateurs donne aussi une satisfaction et une motivation au travail parce que ça donne un sentiment de confiance. Les entreprises où c'est le cas sont très rentables. Plus on contrôle, plus il y a des comportements de vol ou de perte de performance. Et je prends juste un exemple dans l'aviation où la majorité des erreurs arrivent par le manque de communication que le copilote n'ose pas dire au chef, donc au pilote qui a fait les erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à voir dans l'ouvrage Les entreprises humanistes. Sabrine, tu arrives plus ou moins au temps des 3 minutes. Ok, j'ai fini. Je passe la parole à Eric. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc le troisième point qu'on voulait aborder, qui est en lien avec ici l'autonomie, c'est qu'il est important que le ou les collaborateurs soient les clients de l'activité et donc de l'organisation du travail. Et donc que les collaborateurs soient intégrés dans la réflexion ou dans l'action de la définition, de la conception du processus de travail. Dans le livre, c'est vraiment une base fort importante qui est nécessaire à prendre en considération quand on veut envisager une approche de design du travail. Le client, qu'il soit le collaborateur ou le client final de l'activité, les usagers, la conception de l'ergonomie et les interfaces sont autant de dimensions qu'on doit envisager pour concevoir, pour designer l'organisation du travail. Et ces actions de réflexion sur la construction, elles doivent s'envisager de façon co-construite. Elles doivent être faites sur et par le travail des collaborateurs qui, au total, va produire la qualité du service au client final. Alors, le livre prend vraiment le focus sur le fait qu'il est important de prendre en compte de 3 aspects de 3 aspects pour la réflexion pour le design du travail. Il faut rendre les collaborateurs autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent ou qu'ils doivent déterminer eux-mêmes leurs propres règles et celles du collectif, incorporer le décider dans l'acte du travail et leur donner le pouvoir d'agir. Et il faut aussi avoir à l'esprit d'appliquer un modèle d'autonomie que les auteurs synthétisent en 3 points. C'est une modélisation qui est centrée sur la tâche, c'est une organisation qui est conçue en mode collaboratif, où l'important c'est le collectif plus que l'individu, et où les collaborateurs sont impliqués dans la gouvernance de l'organisation. Et ça va apporter comme bénéfice que les décisions qui sont prises au niveau du terrain sont souvent beaucoup plus pertinentes et que les décisions prises par les collaborateurs sont souvent beaucoup mieux appliquées. Après l'autonomie, il focus aussi sur la responsabilité, c'est la capacité d'agir de son propre chef, mais également de devoir rendre compte de ses actes et être responsable de ses actes. Et enfin, c'est rendre des collaborateurs participants, c'est-à-dire consulter leur avis, consulter leur expertise, participer à l'amélioration continue, donner un avis, une réflexion, une idée au sujet des valeurs, de la vision, de la stratégie de l'organisation. Et quand on prend en compte ces 3 pôles, l'autonomie, la responsabilité, la participation, c'est vraiment une approche qui est importante pour que le collaborateur soit au cœur du design du travail et donc le client de son activité. Voilà. Je reprends la parole pour continuer. Donc, un thème qui est lié à la responsabilité, c'est le mindset entrepreneur. Ce thème, il a été développé principalement dans le livre « Craquer les organisations, développer un modèle mental d'entrepreneur ». Et dans ce livre, en fait, ce qui est exposé, c'est que pour pouvoir transformer une organisation, ça ne suffit pas juste de changer les pratiques et les processus en place, mais c'est aussi de changer sa vision du monde et sa manière, en fait, voilà, de voir le monde, parce que finalement, c'est ça qui va
diriger nos comportements. Et donc, comme mindset qu'ils mettent en avant dans ce livre, c'est celui de l'entrepreneur qui repose sur 5 bases, qui est de démarrer avec ce que l'on a, d'agir en perte acceptable, d'obtenir des engagements, de tirer parti des surprises et de créer le contexte. Donc, pour le premier, démarrer avec ce que l'on a, c'est finalement ne pas attendre d'avoir la solution parfaite et puis de se dire allons-y avec les moyens du bord. Et ça permet vraiment de libérer les possibles. Le deuxième, qui est d'agir en perte acceptable, l'idée, c'est vraiment de nouveau, pas attendre d'avoir la solution parfaite, mais aussi de se dire, finalement, qu'est-ce que je perds si j'y vais? Et donc, c'est de vraiment incarner ce droit à l'erreur et d'éviter, en fait, de sortir de modèle mental qui pourrait bloquer l'action et de vraiment entrer dans l'action et dans l'action. Le troisième, c'est obtenir des engagements. C'est un peu ce que disait Eric, c'est l'aspect d'entrer dans une forme participative, parce que si on a un projet de transformation où c'est 3 Gulu qui a pensé pour toute l'organisation ce qu'il faut faire, et en fait, on n'aura pas une incarnation du changement. Alors que si on fait participer les collaborateurs dans le changement, finalement, le changement de l'organisation se fera de l'intérieur au travers d'ambassadeurs. Le quatrième, qui est tirer parti des surprises, c'est vraiment il y a plein de choses qui arrivent qui sont inattendues, et plutôt que se dire que de les voir comme des obstacles, c'est de les prendre comme des opportunités, et puis de surfer sur la vague pour pouvoir en faire quelque chose de positif pour le collectif. Et puis, finalement, créer le contexte, c'est l'idée selon laquelle, dans tous les cas, l'entrepreneur, il va finalement façonner sa réalité et prendre ce qu'il a autour de lui, aller tirer les bons fils, sonner aux bonnes portes et puis finalement réussir à faire ce qu'il doit faire en créant son propre contexte. Donc ça, c'était pour le mindset entrepreneur. Et en fait, ce que conclut ce livre, c'est que si ce mindset est développé chez tous les collaborateurs, il y a une forme de transformation de l'organisation qui se fait d'elle-même de manière continue et il y a une logique d'innovation continue qui se met en place. Une minute et demie pour l'autre thème au cas où. Merci, parfait. Pour le prochain thème, qui est cette fois affilié plutôt à l'intelligence collective, c'est l'aspect de arriver à développer une organisation qui est développante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir être dans une logique d'amélioration continue, de grandir collectivement, c'est nécessaire de pouvoir mettre en place des pratiques qui permettent aux individus et aux collectifs de grandir ensemble. Et donc, dans le livre Deliberately Developmental Organization, il développe en fait vraiment plusieurs pratiques qui permettent aux individus et aux collectifs de grandir ensemble. Et notamment, il donne l'exemple de plusieurs organisations, dont une que je trouve très parlante, où ils mettent en place en fait des pratiques autant au niveau individuel, au niveau collectif de l'équipe et au niveau de l'entreprise. Et ici, l'exemple qu'ils donnent, c'est qu'au niveau individuel, ils ont mis en place des co-coaching où en fait des binômes se rencontrent chaque jour pour pouvoir échanger entre eux sur leur challenge du quotidien. Ils font la même chose au niveau de l'équipe où deux binômes se rencontrent ensemble une fois par semaine et parlent de challenges qu'ils ont eu dans la semaine et puis comment ils ont pu les résoudre ou qu'est-ce qu'ils auraient pu faire différemment. Et donc, ils débriefent ensemble et c'est vraiment dans une forme de rétrospective de ce qui s'est passé, qu'ils grandissent collectivement dans l'équipe. Et finalement, au niveau de toute l'entreprise, ils se rencontrent une fois par mois avec l'ensemble de l'entreprise où pendant 90 minutes, 10 collaborateurs partagent une petite présentation de comment chacun, à leur échelle, ils contribuent à l'entreprise. Donc, ça montre 3 temporalités différentes, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, et puis 3 niveaux différents de comment se développer des pratiques apprenantes. Et je cède la parole à Nicole pour la suite. Merci Manon. Ce qui est intéressant aussi dans toute cette réflexion sur l'autonomie, finalement, c'est le rôle des cadres. Et puis dans le livre de Pascal Huguetto, il pose la question, est-ce que l'autonomie, ça signe la mort des cadres? Il semble que les organisations agiles veulent de plus en plus prouver que ce sont les fonctionnements bureaucratisés qui ont créé des complications et puis en fait, on pourrait se passer en supprimant les cadres. Pascal Huguetto, il jette plutôt un œil critique sur cette volonté de faire disparaître les cadres et lui dit plutôt que c'est une évolution du rôle. Donc, en 2 mots, dans une organisation classique, c'est quoi le rôle du cadre? Il fait de la régulation et puis il est là pour ajuster, le planifier au contexte. Il consacre son temps à des réunions d'information, de coordination, gestion de projet.
Et puis souvent, au vu de la complexité des organisations, finalement, il échoue à réduire cette complexité. Donc, du coup, on a l'impression qu'il ne sert à rien. On peut aussi dire que les équipes sont souvent frustrées parce qu'elles ont de la peine à mettre la main sur le cadre pour expliquer les problèmes. Et puis, le cadre, pris entre sa hiérarchie et le besoin des équipes, finit par dire que c'est juste pas possible et puis qu'il ne peut pas répondre aux attentes des équipes. Donc voilà, une bonne raison finalement, ça serait pour éliminer ces cadres. Mais est-ce qu'on peut les éliminer vraiment? Huguetto dit qu'il y a plutôt besoin d'un changement de culture d'entreprise, de cette évolution du rôle de cadre. On a vu aussi pendant le cours ce besoin de contrôle qui peut peut-être être vu d'une autre manière, où le cadre n'aurait pas que ce rôle-là. Et puis, Huguetto, il définit justement le cadre comme un animateur de communauté, que son rôle, ça serait d'encourager la personne qui a une idée à la développer et à la concrétiser. Et puis pas lâcher au premier obstacle, parce que pour les personnes qui vont dans l'autonomie, c'est peut-être difficile de tout d'un coup être la personne qui doit mener l'idée jusqu'au bout. On peut avoir une bonne idée, mais finalement, on ne sait pas comment la concrétiser. Donc, cet animateur serait là pour encourager, coacher, pour aussi savoir qui sont les bonnes personnes au sein de l'entreprise. Est-ce que je peux mettre les collaborateurs X et Y ensemble? Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être aussi bien connaître les talents pour mettre les gens en relation, dire pour telle question, telle personne va pouvoir t'aider. J'ai juste un point, il reste 3 minutes 19 oui. Pour la totalité. Est-ce qu'on peut dépasser de quelques minutes la présentation ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. On a des bons timekeepers dans l'équipe. Donc, j'en étais où? Ouais, que c'est pas juste finalement simple pas juste un état d'esprit, ce leader libérateur ou bien une histoire de valeur, de bienveillance, d'écoute, mais que c'est vraiment un apprentissage et que ça, il faut l'accompagner pour avoir ses compétences et passer de ce cadre dans une hiérarchie classique qui est plutôt quelqu'un qui peut-être va contrôler à quelqu'un qui va accompagner. Donc, finalement, le rôle de cadre, selon Huguetto, il reste, mais c'est octroyer des marges de manœuvre aux personnes et puis surtout quand même continuer à dire où est le non négociable. Donc ça serait la conclusion par rapport à ce rôle des cadres. Puis mon deuxième sujet, c'était la sagesse des foules qui vient du livre de Emile Servan-Schreiber, mais qu'on a aussi vu pendant les 3 jours de formation. Ce livre est très complet et explique vraiment bien ce que c'est cette intelligence collective. Moi, j'en ai surtout retenu cette introduction où Francis Galton a déjà voulu initier, maintenant j'ai un doute sur l'époque, mais ça devait être dans les années 1800 ou peut-être début 1900. Lui, il voulait prouver finalement que le bas peuple, même en grand effectif, ne pouvait pas réaliser une tâche aussi simple que d'estimer le poids d'un bœuf dans une foire agricole. Et puis, finalement, c'est vrai, au cas par cas, les gens, ils n'étaient pas justes. Par contre, ce qu'il a prouvé, c'est qu'en additionnant et en faisant la moyenne des estimations, on atteignait un résultat qui est qualifié d'excellent. Et c'est sur ça que construit un peu Emile Servan-Schreiber son bouquin, d'expliquer cette intelligence collective de la foule. Et puis, il dit dans son livre qu'il y a des ingrédients qui doivent être réunis pour que ça fonctionne, notamment la diversité. C'est avoir des personnes de divers milieux avec des idées originales. Et ça, je trouve très intéressant quand on réfléchit à la composition de nos comités, de nos entreprises, de nos conseils d'administration, d'avoir en tête cette diversité. L'indépendance, de permettre à ses avis de s'exprimer sans aucune influence, là de nouveau, de ne pas se faire juger parce qu'on ne serait pas du même avis dans un groupe. La décentralisation, et puis laisser ces différents jugements s'additionner plutôt que de laisser une autorité supérieure choisir les idées qu'elle préfère. Et donc là, de nouveau, si on est dans de l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on a un ou une présidente du conseil qui serait une personnalité très forte, est-ce qu'elle laisse les différents avis au sein du conseil s'exprimer ou pas? Donc, je trouve intéressant de connaître ces 3 ingrédients pour que finalement cette intelligence de la foule puisse se réaliser.
Et j'en ai terminé avec ce sujet. Alors, je vais conclure en fait avec le thème, les intérêts, les contraintes, et puis je propose la mise en œuvre, on l'a abordé plusieurs fois dans les différents points, donc de le garder un peu en dessert si vous désirez, puis sinon on s'arrête après les intérêts et les contraintes. Pour les intérêts, donc tout ça, c'est pas les gens sont humanistes, aiment l'humanité, mais il y a aussi un intérêt, c'est vraiment d'être plus performant. Il y a cette notion de performance qu'on ne doit pas évacuer quand on parle d'autonomie, de responsabilité. Cette recherche-là, elle est aussi corollaire, enfin, elle a aussi pour but d'augmenter la performance. Ça, c'est lié au contexte actuel qu'on dit VICA. Donc, le but de donner de l'autonomie, de la responsabilité, de faire aller de travailler en intelligence collective, c'est aussi d'augmenter la compétitivité puis l'agilité. Ça, c'est le cadre. Dans les contraintes, c'est important d'aller voir, d'une part, c'est important d'aller voir un petit peu derrière ce discours, donc d'autonomie, de responsabilité, d'intelligence collective, de creuser, quand on a un discours de libération, de creuser ce discours, et puis d'une part, dans un premier lieu, de différencier un peu les différents niveaux, les différents degrés, par exemple, d'autonomie. Est-ce que l'autonomie réelle, comme elle est vécue dans l'organisation, c'est au niveau de la tâche, au niveau de l'organisation du travail, ou alors au niveau de la gouvernance? Et puis, au niveau des responsabilités, est-ce que la responsabilité, elle est sur l'action ou est-ce qu'elle est au niveau du résultat? Et après, c'est des curseurs qui sont intéressants à faire bouger. Si on est autonome sur la tâche, mais responsable du résultat global, alors qu'on n'a pas les moyens de s'organiser, ça peut donner des contradictions, des tensions intéressantes à étudier et puis à questionner aussi dans ce discours-là. Puis ensuite, ça, c'est des mots qui sont intéressants, mais derrière tout ça, il y a aussi une notion de contrôle qui va rester, qui est pérenne, en fait, qui est inhérente à une organisation pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a un besoin de prévisibilité. Donc, on peut dire que l'imprévisibilité, elle est gérée au niveau de la tâche ou au niveau d'une activité par les collaborateurs, mais la direction, elle a besoin de prévisibilité. Donc, elle a besoin d'indicateurs, en fait, pour prendre des décisions, pour aussi assurer la pérennité de son entreprise, pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction. Là, il y a vraiment cette notion qui est importante, donc d'avoir des indicateurs pour une prévisibilité. En deuxième lieu, il y a aussi un besoin de cohérence et de coordination. Dès qu'on commence à avoir plusieurs équipes ou plusieurs projets, c'est important qu'ils soient cohérents, qu'ils soient coordonnés entre eux. Et ces mécanismes de cohérence et de coordination, ça passe aussi par une organisation, par une structure qui est mise en place sous forme de remontée d'informations qui doit être organisée, ou de partage d'informations, mais qui doit être standardisée. Ensuite, il y a aussi un besoin d'homogénéité par rapport aux prestations, aux produits qui sont proposés sur le marché à partir si on propose une certaine quantité de produits, de manière massive, c'est aussi important d'avoir une certaine normalisation, une standardisation de ces produits-là. Et ça passe par des processus ou des bonnes pratiques. Donc, on peut les alléger, mais elles seront quand même là à un certain niveau de complexité ou de taille ou de masse. C'est important, finalement, à minima des bonnes pratiques où des processus sont mis en place. Et puis, finalement, la dernière notion que c'est important à prendre en compte, c'est la ressource du temps. Oui. Un instant. C'est la ressource temps. C'est la ressource du temps qui est à optimiser. Donc, si on regarde, négocier des accords de collaboration entre salariés, donc se mettre d'accord à chaque fois pour travailler en autonomie, pour que chacun soit responsable, pour se coordonner, c'est quelque chose qui est chronophage, enfin qui prend beaucoup de temps, et puis qui peut aussi être questionné certaines fois en disant, voilà, on n'a pas le temps, on préfère faire un processus où finalement l'accord il est décrété de facto, mais c'est aussi un gain de temps. Donc, on peut évacuer ces notions de contrôle, de processus, de standardisation, mais elles ont une raison d'être et puis elles vont quand même réapparaître à partir d'un certain degré de complexité ou de taille de l'entreprise. Le dernier point, c'est, si on reprend le livre de Laurence Vanet, Happy RH, elle parle, son équation, c'est liberté plus responsabilité égale bonheur et performance. Donc, c'est une belle équation qui fait rêver. On a vu justement ce qu'il y avait derrière liberté, responsabilité. Il y a aussi la notion de bonheur à questionner. Est-ce que le bonheur, c'est juste d'avoir un travail flexible, un horaire flexible et puis un lieu flexible, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a la notion de réalisation de soi? Il y a la notion peut-être de séparation des vies, mais ça, c'est peut-être ce bonheur, il est aussi à questionner. Et puis, finalement, elle le dit clairement aussi dans son livre, c'est de remplacer le contrôle hiérarchique par un contrôle social. Donc, dans ces notions-là, c'est important d'avoir un regard aussi, quand on a ce genre de discours, de vraiment voir aussi la notion de contrôle social, donc de dire que c'est des normes qui sont internalisées ou une responsabilité qui est internalisée sur les collaborateurs à la fin.
et qu'est-ce que cela produit. En conclusion, ce qu'on peut dire dans la conclusion, c'est que ben voilà, la liberté, autonomie, responsabilité, intelligence collective, c'est pas le monde des bisounours. Ça reste quand même dans un cadre clair de performance, d'une organisation qui est aussi organisée. Mais c'est aussi une piste intéressante pour rendre le travail ou l'engagement des personnes plus intéressant qu'une bête organisation tayloriste où finalement on ne fait pas du tout appel à la richesse de l'être humain. Et voilà. C'est fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, merci. Merci. Alors moi, en fait, je voudrais juste rebondir sur ce que je viens d'entendre parce que je voudrais demander, Sylvie, concernant l'autonomie, là, juste parce que c'est allé trop vite et bon, j'ai compris qu'en fait, il y avait une partie des références qui étaient évoquées sur l'autonomie qui était issue du livre de Pascal Huguetto, me semble-t-il. Oui, alors pour les sites, dans l'autonomie, à la base, j'ai pris l'article de Pellerin et Caillé qui définissent, ils définissent notamment la notion de performance qui est importante. Puis ensuite, après, eux, ils définissent ces trois, c'est dans l'étude qu'ils ont faite auprès de différentes entreprises, ils vont regarder, ils définissent ces 3 degrés d'autonomie et puis ces 2 niveaux de responsabilité. C'est aussi eux qui questionnent après, qui disent, mais il faut aller questionner, ou quand on a ce discours-là, c'est important de vraiment aller chercher derrière qu'est-ce qu'il y a vraiment, ou de vraiment faire la différence sur cette gradation dans l'autonomie ou la responsabilité. Donc ça c'était Pellerin et Caillé. Et puis après, sur la notion vraiment de contrôle inhérent, ça, je me suis basée sur Huguetto, sur cette Oui, ça j'ai reconnu. Ok, merci. C'était juste parce que justement cette histoire sur les degrés d'autonomie, ça m'intéressait parce que je suis en train de faire un modèle où j'essaie de mettre en lien différentes caractéristiques d'autonomie et différentes caractéristiques de contrôle et la référence m'intéressait. Ok, merci. Daniel, tu es là? Ah oui, tu es là. Je suis là. Est-ce que je te donne la parole? J'ai une question, moi, sur le schéma. Vous l'avez présenté de manière linéaire. Pourquoi est-ce que vous l'avez présenté comme ça? Est-ce que vous avez hésité sur la manière dont vous enchaîniez les concepts? L'ordre, tu veux dire pourquoi dans cet ordre-là? Oui. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Pourquoi est-ce que c'est uniquement dans ce sens-là? Il n'y a pas de boucle de rétroaction? On l'a vu d'abord comme une grille en fait d'interprétation. Donc quand on a eu ces 3 thèmes, on avait on a sorti la notion de confiance qui semblait être puis qui ressort à chaque fois aussi comme qui n'était pas nommé mais qui était un peu un préalable. Et puis on voyait une gradation entre les 3. Puis après on a fait en fait la grille au départ elle n'était pas prévue c'était vraiment une grille d'analyse. Puis on a fait la différence entre qu'est-ce qui était au niveau de l'individu ou de l'organisation. Puis les thèmes, ils ont émergé un peu comme les thèmes, ils ont émergé plus dans des cases en fait. Donc on les a présentés un peu comme ils émergeaient dans les cases, plutôt que dans une logique de boucle de rétroaction. C'est sûr que les flèches entre autonomie, responsabilité, etc., la flèche, c'est pas vraiment une équation mathématique qui dit qu'on passe de un à l'autre et qu'on avance d'une étape à une étape. On aurait peut-être dû mettre des flèches à double sens et des flèches entre les différentes étapes. C'est pas un modèle où on part d'un point A où on arrive à W à la fin et on passe par les différentes étapes. C'est interconnecté. Par contre, si je peux ajouter quelque chose, c'est que vraiment à la source de tout, la confiance, c'est la confiance qui est importante. Et ça, on l'a vu notamment dans le cours avec Monsieur Joke. Mais la question, c'est comment est-ce que, enfin, pour moi, la question sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on enclenche un cercle vertueux et comment est-ce qu'on maintient ce cercle vertueux. Et effectivement, on peut y avoir la confiance, la responsabilité, l'autonomie, et tout ça va se nourrir mutuellement pour aller vers une organisation qui va se transformer. Et du coup, ce lien entre individu et organisation peut aussi s'aborder sous cet angle-là. Est-ce que c'est l'organisation qui petit à petit va faire évoluer l'individu et transformer l'individu, ou est-ce que c'est petit à petit, en faisant bouger les individus, qu'on va transformer l'organisation? Ça, c'est une vaste... Oui.
Je pense que c'est les deux. Il n'y a pas un chemin qui est plus juste que l'autre. Les deux sont nécessaires d'une part et les deux se renforcent. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, pour qu'il y ait une nouvelle culture qui émerge, il faut à la fois des processus, des pratiques et puis une structure dans l'organisation qui permet, et surtout des personnes qui incarnent cette culture en fait, et qui soient exemplaires. Et quand je dis des personnes, ça peut être les leaders, les dirigeants de l'entreprise, mais ça peut être des leaders qui émergent et qui n'étaient pas des dirigeants initiaux, quoi. Céline, je te laisse réagir sur ce point, vu que on s'intéresse à ça aussi beaucoup. Ouais. Non, je disais juste, oui, c'est en fait la question de Daniel. Elle fait référence au dernier article qu'on vient de soumettre à une revue, où on s'est intéressé à la méditation au travail dans une organisation, parce que souvent, en fait, les entreprises qui mettent en place de la méditation au travail, ils partent de l'idée selon laquelle la méditation va transformer les individus et va les rendre plus à l'écoute, meilleurs va développer leur intelligence émotionnelle, etc. Donc va favoriser un meilleur leadership, et à travers ça, qu'il y aura une transformation de l'organisation. Et du coup, c'est vrai que l'étude de cas qu'on cite dans cet article montre que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent, et que si on part sur une vision purement individuelle de la transformation, en fait, ça bloque au niveau organisationnel et au niveau groupe, quoi. Et inversement, il y a toute une littérature qui montre qu'il ne suffit pas de déployer un outil ou de définir une nouvelle organisation pour que les individus, évidemment, se l'approprient et puis la fassent vivre. Donc, il y a des effets d'interaction qui se manifestent notamment très fortement au travers des jeux de pouvoir. Et ces jeux de pouvoir, ils s'articulent aussi dans la représentation qu'on se fait de l'organisation. Si on prend les derniers points qui sont évoqués par Sylvie, on est sur un débat entre laissons de l'autonomie aux gens pour leur bien versus laissons de l'autonomie aux gens pour qu'ils s'auto-asservissent, et on met en place un super système de contrôle social où du coup on peut économiser le contrôle habituel qu'il y a dans les organisations. Donc là, on est sur des représentations de l'organisation et de la place du travail dans la société. Si on prend les premières parties de votre schéma, en fait, je me disais, mais c'est le droit à l'erreur, la construction du sens, le fait de donner du sens et de partager du sens dans l'organisation. Au final, ça, c'est les travaux de Weick qui remontent à il y a presque 30 ans. Après, quand on a évoqué Eric, c'est sur la qualité du travail. Au final, c'est beaucoup sur mettre le travail en débat, et notamment qu'est-ce que c'est que la qualité du travail. Donc ça, c'est les travaux, c'est clos, hein, Céline. Oui, c'est ça, c'est clos, oui. Voilà. Donc ça aussi, c'est un truc qui est pas tout neuf. Et puis après, Manon revient sur le droit à l'erreur. Puis on a tout ce qui est sur l'entrepreneur, l'esprit entrepreneurial dans l'organisation. Et puis il faut s'adapter et faire stratégie chemin faisant. Et l'entrepreneuriat et la stratégie chemin faisant, ça aussi, c'est des trucs un petit peu vieux. Donc au final, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer des concepts qu'on connaît depuis fort longtemps, mais que simplement aujourd'hui, face à la complexité, on est obligé de mettre en œuvre, et par contre, on est un petit peu coincé quand il s'agit de les mettre en œuvre. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ça, moi, je peux essayer de dire pardon, je te laisse la parole, Nicole. Oui. Bon, 30 ans, moi, je trouve que c'est pas très vieux, finalement, parce que pour que ça soit implanté dans les organisations, puis jusqu'à ce que ça arrive à la pratique, et puis que ça soit implanté dans les organisations. Mais je pense qu'effectivement, ce monde complexe nous pousse à chercher d'autres manières, parce qu'on voit les limites de nos organisations actuelles.
Puis, il me semble, une autre chose qui peut-être booste ça aujourd'hui, c'est l'informatique, c'est la digitalisation, c'est tous les outils qu'on a à disposition et qui permettent notamment la transparence par rapport à l'information. Pour l'intelligence collective, c'est quand même important que l'information soit là. Moi, je trouve que c'est vraiment ces outils-là qui font que ça s'accélère et que ça devient plus faisable. Un tout petit exemple de ma pratique, je suis depuis le mois de juin en job sharing, un niveau de direction. Et on s'est fait coacher dans ce job sharing. Et la coach, ça fait 13 ans qu'elle fait ça. Puis elle disait, nous, quand on a commencé il y a 13 ans, c'était sans arrêt le téléphone. On n'avait pas trop d'autres outils pour échanger. Alors que maintenant, il y a plein d'outils, que ce soit des Trello, enfin voilà, tous ces outils à disposition qui font que c'est beaucoup plus facile d'être dans un job sharing, dans des formes différentes du travail que peut-être par le passé. Voilà. Ok. Je pense qu'il y a aussi, c'est aussi une tension intéressante, mais si on regarde, il y a un continuum dans la complexité, c'est un mouvement de balancier un petit peu, mais peut-être que quand le monde devient plus difficile à appréhender, c'est intéressant de se reposer sur l'individu ou de mettre la responsabilité là, parce que ça permet, le temps qu'on ait compris ou qu'on soit organisé pour cette complexité, ça permet en fait d'avoir un discours qui soit tenable pour dire voilà, on n'a aucune idée, on commence à plus rien maîtriser. Ça donne aussi un discours qui est tenable pour une organisation, même pour les gens aussi, de vivre dans cette complexité qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Une fois qu'on aura grandi en termes de complexité, qu'on aura mieux compris ça, sûrement que ça sera normalisé pendant un moment, puis on repassera après à se balancer. Puis Igato, il montre bien ce degré, ce balancier qui fonctionne tout le temps. Donc, on est dans une ère du temps dans ce sens-là. Mais ça peut aussi être une boucle vertueuse. Mais Huguetto, lui, ce qu'il dit, moi je trouve il a un argument assez terrifiant en fait. Ce qu'il dit, c'est que l'autonomie est une aspiration naturelle et permanente des salariés et que le contrôle ou la régulation est une aspiration naturelle et permanente des directions d'entreprise qui essayent de maîtriser. Et que du coup, ce balancier dépend en gros du pouvoir de discipline du marché du travail. Et que quand le marché du travail est en faveur des salariés, ça autorise un mouvement vers l'autonomie. Et quand le marché du travail est en faveur de l'entreprise, ça autorise un mouvement vers le contrôle. Bon. Et je trouve en tout cas que cet argument est assez intéressant, même si je pense qu'il est assez contestable également, parce qu'on voit bien que il y a des périodes peut-être de crise économique et de chômage où il y a quand même des aspirations et des mouvements vers l'autonomie, ou en tout cas des revendications d'autonomie très fortes, quoi. Ok, donc il est 54. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose? Parce que Daniel et moi, on prendrait bien 5 minutes de pause avant le prochain groupe. Non? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors peut-être dernière consigne, je vous invite à mettre donc votre PowerPoint sur Cyberlearn et s'il vous plaît, parce que c'est vrai que c'était pas toujours simple pour nous de suivre les références bibliographiques auxquelles vous faisiez référence. Donc s'il vous plaît, mettez-nous la bibliographie peut-être par personne, histoire qu'on s'y retrouve. Dans le PowerPoint, on avait masqué parce qu'on voulait cette présentation synoptique. Chaque point est détaillé et puis il y a un dia par livre avec l'explication de chaque livre. D'accord, parfait. Mais on avait voulu faire un synoptique général pour la discussion ce soir. Voilà, mais vous avez très bien fait parce que du coup, ça nous a permis de tenir le temps et puis d'avoir un peu une discussion. Donc, merci beaucoup. Vous avez très bien fait. Et en plus, c'était intéressant d'avoir cette vision un peu synthétique de cet ensemble de lectures. J'avais une question juste une dernière question. Donc, Sylvie, qui a repris un certain nombre de points, est-ce qu'il y avait un slide ou pas? Dans les, moi, il y a une partie, un slide qui explique les points que j'ai pris. Ouais, tout à fait. Oui. Ah, d'accord, parce qu'on ne l'a pas vu. On est resté sur le schéma. Et donc, je voulais être sûr qu'il y avait bien un slide récapitulatif. Intérêt, contrainte et mise en œuvre. Il apparaît au milieu, mais c'est dans un slide. D'accord. Il y a un paragraphe pour les week-ends. Il y a chaque fois un développement des week-ends. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci.
Merci. À bientôt. Bonne soirée et à très Bye. bientôt. Bye bye. Ouais. Bye.